Il veut faire de la Wallonie un contre-modèle. Paul Magnette, ministre-président de Wallonie, est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, dans 64 minutes et sur TV5 Monde. Je précise que vous êtes également le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de Charleroi, et que vous appartenez au Parti socialiste francophone de Belgique, qui est en ce moment dans l'opposition. Alors avant de vous entendre, si vous le voulez bien, on va montrer une carte à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs pour qu'ils visualisent bien ce qu'est la Flandre, la Wallonie, pardon, lapsus, partie sud de la Belgique, un peu plus de 3,5 millions d'habitants. Sa capitale, c'est Namur. Alors vous avez, Paul Magnette, placé l'économie au cœur de votre politique. Une réaction peut-être d'abord sur l'actualité. Hier s'est ouvert à Bruxelles le procès de la cellule terroriste de Verviers. Verviers, c'est une ville située sur votre territoire, la Wallonie. Y a-t-il, chez vous, un problème djihadiste ? Il y a un phénomène certainement de djihadisme en Wallonie, comme il existe à Bruxelles, comme il existe à Anvers, comme il existe un peu partout en Europe, et donc on doit y être très attentif. Et c'est vrai que c'est un double moment important ces jours-ci, puisque s'ouvre à la fois ce procès et en même temps une commission d'enquête parlementaire sur les attentats récents de Bruxelles, qui vont permettre de faire enfin toute la transparence sur ces événements, de mieux les comprendre, de mieux en comprendre les racines, les causes, les ramifications avec les pays voisins. C'est donc un moment très important pour notre conscience collective. Alors votre ville Charleroi est concernée par ces questions. La Belgique, tout comme la France, tente de mettre en place ce qu'on appelle une politique de déradicalisation. Vous, que préconisez-vous en Wallonie ? Je crois d'abord, comme l'ont dit très justement un certain nombre d'observateurs qui connaissent ces phénomènes et qui peuvent les analyser avec beaucoup de finesse, je pense notamment à l'islamologue français Olivier Roy, qu'on est plus face à un phénomène d'islamisation de la radicalité que l'inverse. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas tant l'islam en général qui dérive vers une forme de radicalité. L'immense majorité des musulmans, ils sont à peu près 800 000 en Belgique, qui vivent ici, vivent leur foi et leur culture tout à fait sereinement. Mais il y a un certain nombre de jeunes complètement désorientés, qui ne trouvent pas de sens à leur vie et qui ont trouvé dans ce djihad quelque chose qui, tout d'un coup, leur permet de s'orienter avec un phénomène d'enrôlement, comme beaucoup l'ont dit, qui est un phénomène qui rappelle d'une certaine manière le phénomène sectaire. C'est presque des sectes, c'est presque des prophètes sectaires qui sont allés chercher ces jeunes très fragiles et qui leur ont fait croire qu'à travers ce combat, ils pourraient donner un sens à leur vie vide jusqu'ici. Et ce phénomène est un phénomène qui touche évidemment très très largement toute l'Europe et auquel nous devons tous être extrêmement attentif. Concrètement, comment faire alors ? C'est très compliqué. Il faut d'abord bien comprendre le phénomène. Je pense, et je le répète, que ce n'est pas un problème lié à une religion en particulier. C'est plus probablement lié à des difficultés d'intégration sociale, de discrimination, de jeunes qui n'ont jamais trouvé leur place dans la société. Et puis, je pense à des phénomènes qui sont des phénomènes simplement psychologiques. Le psychiatre Boris Cyrulnik l'a très bien expliqué dans une série d'entretiens. On a des jeunes là qui ont été complètement enrégimentés, qui ont subi des lavages de cerveau. Et donc, si on doit travailler, c'est certainement sur les foyers d'enrôlement de ces jeunes, que sont Internet, que sont les prisons. Et donc, c'est là qu'on doit éveiller les jeunes et leur esprit critique, faire en sorte qu'ils ne sombrent pas dans ces solutions tout à fait artificielles et qu'ils ne les mèneront nulle part. Alors vous venez de défrayer la chronique en refusant les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral de Belgique, dirigé par Charles Michel, libéral, c'est-à-dire de droite, sur la question du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc, pas de plein pouvoir pour le ratifier au gouvernement fédéral. Pourquoi ce choix ? Mais la Belgique est un pays un peu particulier, comme c'est un pays fédéral. Les parlements des régions, et donc celui de Wallonie, ont le pouvoir de ratifier certains traités, et notamment les accords, les traités mixtes, tels que les grands accords commerciaux comme le CETA. Et il y a eu en Wallonie un débat d'une très très grande richesse. On a la chance d'avoir une société civile extrêmement riche, extrêmement mobilisée, très attentive, une grande vigilance dans les milieux syndicaux, mutuellistes, associatifs, dans les milieux de la coopération au développement, de la défense de l'environnement ou des consommateurs. Et donc il y a eu un très très vaste débat dans la société civile qui a analysé d'abord le TTIP et puis qui s'est dit non seulement on veut rejeter le TTIP, mais il y a un autre traité auquel pas grand monde n'avait fait attention, qui est ce fameux CETA, cet accord entre l'Union européenne et le Canada, qui est en fait le petit frère du TTIP et un peu le cheval de Troie du TTIP. Et donc toute cette société civile très très mobilisée pour de bonnes raisons, pour défendre les services publics, pour défendre les normes sociales, pour défendre les normes environnementales, pour défendre les droits fondamentaux, l'exception culturelle, nous
nous a demandé aux parlementaires de se mobiliser contre ces traités. Et les parlementaires, dans une très large majorité, des 2/3 au Parlement, qui dépasse la majorité de l'exécutif, ont demandé au gouvernement de ne pas donner ses pleins pouvoirs, de ne pas à l'avenir signer ni ratifier ce traité. Donc nous l'avons suivi, tout à fait. Alors vous avez cité le TTIP, il s'agit là cette fois des États-Unis. Alors la France et l'Allemagne s'apprêtent à ratifier ce traité, celui entre le Canada et l'Union européenne. Le Canada, justement, dirigé par Justin Trudeau, a fait des concessions, tout le monde le sait. Est-ce que votre choix n'est pas dicté davantage par la politique intérieure belge, à savoir votre opposition justement au gouvernement fédéral? Il y a par exemple également en Flandre où l'on dit que cela va coûter 11% de croissance à la région de Flandre par rapport au commerce avec l'Amérique du Nord. Que répondez-vous à ces critiques? Je vous le répète, c'est une mobilisation qui est vraiment venue de la société civile, qui est très très large, qui est très diversifiée et qui est le fruit d'un très beau débat démocratique approfondi. On a eu des dizaines d'heures d'audition au Parlement, ça n'a pas été fait à la légère, ça n'a pas été fait pour des raisons politiciennes comme pour répondre à votre question, mais vraiment parce qu'il y a une tradition wallonne en quelque sorte. On a été les premiers à tirer il y a quelques années contre l'accord multilatéral sur les investissements parce que des intellectuels, des observateurs, des journalistes, des militants s'étaient aperçu que ce traité pouvait mettre en péril vraiment nos moyens de régulation, nos normes, nos services publics. On a aussi été parmi les premiers à se dresser contre la directive Bolkestein qui aurait, si elle avait été en application, qui aurait vraiment mis à mal tout le droit du travail et toute l'inspection du travail. Et nous sommes aussi ici parmi les premiers à nous mobiliser contre ce traité. Alors, je le précise, nous n'avons absolument rien contre le Canada. Les Canadiens sont nos amis. Nous avons beaucoup d'amis en particulier au Québec avec qui nous partageons cette communauté de langue et de culture. Mais si le CETA passe, les centaines d'entreprises, les milliers d'entreprises américaines qui ont déjà un siège et une filiale au Canada pourront utiliser le CETA pour faire très exactement ce qu'ils feraient avec le TTIP. Alors vous m'excusez tous ces acronymes, c'est peut-être un peu compliqué, mais je voudrais que ceux qui aujourd'hui s'opposent au TTIP comprennent qu'il faut alors aussi s'opposer au CETA. C'est exactement le même traité, c'est exactement la même logique, et il est complètement irrationnel et complètement illogique de dire je ne veux pas du TTIP, mais j'accepte le CETA parce que le but serait le même. Alors on en vient à la politique belgo-belge, si l'on peut dire. Vous reprochez notamment au gouvernement de Charles Michel sa politique d'austérité dictée à vos yeux par la Commission européenne. Vous, que prônez-vous en matière économique ? Alors, ce n'est pas au gouvernement fédéral que je m'adresse ici, mais plutôt à la Commission européenne. Je pense en effet que depuis 2008, la Commission a largement fait fausse route, même si on sent bien certains assouplissements, même si je salue tous les efforts un peu désespérés que fait Pierre Moscovici pour assouplir le pacte de stabilité. Mais le fait est que cette politique d'austérité, qui a été très largement dénoncée par de très nombreux économistes, des prix Nobel dans le monde entier, eh bien, elle conduit l'Europe à la catastrophe. On l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec l'Espagne, on l'a vu avec le Portugal. On demande à des pays qui sont en très grande difficulté, que l'on devrait aider à restructurer leurs dettes, de faire des économies drastiques, ce qui ne fait qu'aggraver encore leur situation économique, tuer tous les petits ferments de croissance qui étaient là, et l'Europe elle-même, qui devrait investir massivement, n'investit que très timidement avec ce plan Juncker qui est mieux que rien, mais qui est un plan infiniment trop modeste par rapport à ce dont l'Europe aurait besoin. L'Europe a besoin aujourd'hui d'un vrai grand New Deal européen, a besoin de se lancer dans de grands projets de politique industrielle dans le secteur de l'énergie, par exemple, ce qui serait bon à la fois pour l'environnement, pour l'économie, pour l'emploi. Elle ne le fait pas et elle empêche les États d'investir. C'est un contresens économique, il faut le dire, et il faut le dénoncer. Alors, parmi les mesures que vous proposez en matière économique, il y a le passage aux 32 heures par semaine. Les pays qui réduisent la durée légale du temps de travail n'ont pas résolu pour autant la crise du chômage. On le voit en France, par exemple, avec le passage aux 35 heures. Mais le cas français est très particulier. D'abord, je pense, de nombreuses études l'ont montré que le passage aux 35 heures a créé beaucoup d'emplois. Mais c'est vrai que la méthode est une méthode peut-être adaptée au cas français, mais pas adaptée à d'autres pays et certainement pas à un cas comme la Belgique. Mais une réduction négociée du temps de travail, c'est quelque chose qui est aujourd'hui absolument indispensable. Des études, notamment de l'Organisation internationale du travail, ont montré que les pays qui avaient réduit le temps de travail pendant la crise, et ça a été le cas de la Belgique, où on a pris des mesures contre-cycliques pendant la grande crise en 2009-2010, nous avons beaucoup mieux résisté que les autres et on a pu éviter un chômage beaucoup plus massif qui aurait été celui que l'on aurait connu si on n'avait pas pris de telles mesures. Et aujourd'hui et surtout, il s'agit de préparer l'avenir. De nombreux rapports nous disent les emplois qui existent aujourd'hui, eh bien la moitié de ces emplois auront disparu dans 25 ou 30 ans parce que la numérisation, parce que la robotisation sont des phénomènes inévitables, inéluctables et que tout geste humain, toute tâche humaine qui peut être remplacée, qui peut être standardisée
automatisé, donc remplacé par un robot ou par un logiciel, le sera. Et donc la question de la réduction du temps de travail, la question c'est pas de savoir s'il faut le faire, mais c'est faut-il le subir ou faut-il l'organiser. Soit nous l'organisons et nous pouvons répartir de manière équitable le travail disponible et faire que les hommes et les femmes retrouvent du temps libre, retrouvent du temps pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leurs enfants. Soit nous ne le préparons pas et nous allons le subir et nous aurons d'un côté des gens qui se tuent au travail, qui n'ont plus de temps pour eux, et d'un autre côté, d'autres qui désespèrent de trouver un emploi. C'est une situation qui serait complètement, là aussi, irrationnelle. Il vaut beaucoup mieux organiser cette répartition du temps disponible et du travail disponible. Vous étiez récemment, Paul Magnette, au Proche-Orient, en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, puis en Israël, pour stimuler les échanges économiques. En Belgique, on présente souvent la Flandre, partie néerlandophone, comme le poumon économique de la Belgique, et la Wallonie, votre région, comme le parent pauvre de l'économie. Quels sont vos atouts en matière économique en Wallonie ? Je suis un peu surpris par le parallèle que vous semblez faire entre le Proche-Orient et la Belgique. Les situations sont, je vous rassure, complètement Non, ce n'était pas mon propos, c'était de dire qu'il me semble que votre visite était avec des objectifs économiques. Elle avait notamment des objectifs économiques, mais aussi des objectifs politiques et bien sûr des objectifs en matière de soutien au développement. La Palestine est un des 9 pays prioritaires pour la politique wallonne de coopération au développement, et donc c'était aussi un des volets de cette mission. Pour le reste, la Wallonie, elle est en train de devenir une terre majeure en matière de biotechnologie. C'est une transition qui s'est faite. On est un peu comme le Nord-Pas-de-Calais en France, pour donner une référence que sans doute vos téléspectateurs connaissent mieux. Une région qui a été surtout une région de grande industrie, de sidérurgie, de mines, très active dans le secteur du verre, de la chimie, et qui a connu une reconversion extrêmement rapide. Aujourd'hui, les biotechnologies, les technologies de l'information, mais surtout les biotechnologies sont en pointe dans cette région. Nous avons une forte concentration de parcs scientifiques dans ce domaine, d'énormes centres de recherche, des centaines et des centaines de petites entreprises très actives sur le plan mondial. Et donc c'est un secteur qui est en train de permettre une reconversion économique majeure et qui est largement observé depuis l'extérieur. La presse belge vous a baptisé chantre du patriotisme wallon, ça vous va ? D'un certain patriotisme économique, tout simplement parce qu'on observe que la richesse qu'on produit, c'est un peu paradoxal, mais elle profite plus aux territoires voisins qu'à nous-mêmes. Quand la Wallonie progresse sur le plan économique, ça génère un effet induit très important pour la Flandre, un peu pour la France, un peu aussi pour le Luxembourg. Et donc nous devons essayer de mieux capter la richesse que nous produisons sur notre propre territoire, au bénéfice de nos citoyens, au bénéfice de la création d'emplois. C'est un enjeu et ça suppose un certain patriotisme des investisseurs et des entrepreneurs. Paul Magnette, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5. Moi, je rappelle que vous êtes le ministre-président de la Wallonie en Belgique. Merci beaucoup à vous.